Séparez-vous de celui que vous aimez le plus au monde, de la prunelle de vos yeux, de la côte de votre côte, et ajoutez à ça du sang sur vos mains. Et cette étrange fatalité qui fait qu'après un premier crime, on semble glisser toujours plus loin jusqu'à en commettre d'autres. Puis, placé au milieu de ce désastre, une terre qui paraît impossible. Un pays sans guerre, sans prison, sans prêtre, sans misère et sans violence visible. Un pays où la terre elle-même semble avoir choisi d'être généreuse. Vous y vivez un mois entier dans ce qui ressemble plus au paradis qu'un homme puisse espérer sur terre. Vous pourriez vous arrêter là, déposer les armes, déballer vos bagages, planter vos racines et laisser le reste du monde mourir loin de vous. Mais non, parce qu'au fond, même le paradis ne suffit pas quand notre cœur n'y est pas. Alors vous repartez, vous quittez Eldorado, la seule terre qui ne vous demandait rien. Et vous partez avec 100 moutons chargés d'un trésor tellement immense qu'ils semblent pouvoir acheter le monde entier. Parce que désormais, il ne suffit plus de dire « on a vu Eldorado ». Il faut presque le devenir. Il faut devenir cet homme couvert d'or. Comme si toute cette richesse allait vous protéger du monde. Comme si l'or pouvait empêcher les malheurs. Comme s'il suffisait de payer plus que les autres pour enfin vivre en paix. Comme si la vie pouvait se négocier. Et puis, soudain, le monde extérieur vous retrouve. Le vrai monde. Celui qui vole, qui ment, qui dépouille, qui promet et qui trahit. Les moutons disparaissent, les diamants s'éparpillent, l'argent fond et avec lui, l'illusion. L'illusion qu'on pourrait s'arracher au malheur. Et pourtant, après les pertes, les escroqueries et les humiliations, vous finissez enfin par la retrouver. Cette femme pour qui vous avez quitté le paradis. Elle est là, malade et étendue dans un lit, dans une chambre obscure. Alors, vous couvrez sa main potelée de diamants, vous laissez un sac d'or sur un fauteuil, comme si l'amour pouvait encore se prouver par la richesse, comme si l'or pouvait recoudre ce que la vie a déchiré. Pendant un instant, on pourrait presque croire à une fin heureuse. Mais au moment même où le repos semble enfin possible, le monde revient, une fois de plus, réclamer son dû. Et maintenant, regardez-vous, entouré d'un abbé Périgourdin, d'un exempt et d'une escouade. Voilà que vous êtes maintenant menotté et sur le point d'être jeté en prison. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui a encore basculé ? Pourquoi faut-il que même l'amour retrouvé sente déjà la catastrophe ? Est-ce enfin la justice qui vous rattrape ? Est-ce le prix de tous les morts laissés derrière vous comme une traînée de poudre ? Est-ce la fin de la fuite ? La fin du rêve ? La fin de la vida loca ? Ou bien faut-il déjà préparer le bûcher pour un bel autodafé ? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour avec la partie 5 de Candide ou l'optimisme de Voltaire. Je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, comme je disais, une fois menotté et sur le point d'être traîné en prison, Candide finit par dire tout haut « Ce n'est pas ainsi qu'on traite les voyageurs dans le Dorado ». Et Martin ajoute « Je suis plus manichéen que jamais ». Cette expérience ne fait que renforcer ses convictions. Candide est complètement perdu. Il ne comprend pas du tout ce qui se passe, alors il demande « Mais monsieur, où nous menez-vous » L'exempt lui répond « Dans un cul de basse-fosse », autrement dit, au fond d'un cachot. Quand Martin finit enfin par reprendre son sang-froid, il arrive à la conclusion que, primo, cette femme à la main potelée que Candide a arrosée de larmes et a remplie de diamants n'est pas qu'une égonde, et qu'elle est en fait une friponne.
que M. l'abbé Périgourdin est un fripon qui avait abusé de l'innocence de Candide. Et qu'en plus de ces deux, l'exempt est un fripon lui aussi. Puis il ajoute qu'ils peuvent se débarrasser de lui sans problème. Et au lieu de s'exposer aux procédures de la justice, Candide, qui est maintenant éclairé par le conseil de Martin, en plus d'être toujours impatient de revoir la vraie mademoiselle Cunégonde, propose à l'exempt 3 petits diamants d'environ 3000 pistoles chacun. Et cet homme, au bâton d'ivoire, donc l'exempt, lui dit « Ah, monsieur, eussiez-vous commis tous les crimes imaginables, vous êtes le plus honnête homme du monde. 3 diamants, chacun de 3000 pistoles ? Monsieur, je me ferais tuer pour vous, au lieu de vous mener dans un cachot. On arrête tous les étrangers. Mais laissez-moi faire. J'ai un frère à Dieppe, en Normandie. Je vais vous y mener. Et si vous avez quelques diamants à lui donner, il aura soin de vous comme de moi-même. » Après cet arrangement, Candide lui demande pourquoi arrête-t-il tous les étrangers. Et ce traître, ce cholva de l'abbé Périgourdin décide de s'immiscer. Il lui répond en lui disant que c'est parce qu'un gueux du pays d'Atrébassie a entendu dire des sottises. Cela seul lui a fait commettre un parricide. Non pas tel que celui de 1610 au mois de mai, mais tel que celui de 1594 au mois de décembre, et tel que plusieurs autres commis dans d'autres années et dans d'autres mois par d'autres gueux qui avaient entendu dire des sottises. Puis l'exempt explique de quoi il s'agit, mais je pense que c'est assez touchy. En tout cas, ça semble être top secret, parce que même Voltaire ne partage pas cette information avec nous. Donc je ne sais pas si c'est parce qu'il ne voulait pas que l'histoire soit trop longue, en rentrant dans le pourquoi du comment, dans les détails, etc. Mais j'avais plutôt l'impression que c'était surtout pour ne pas avoir d'ennui, en tout cas top secret. Bref, il ne partage pas cette information avec nous. Le problème, c'est que j'aime pas ne pas savoir. Alors, j'ai cherché, j'ai trouvé, et maintenant, je vais partager avec vous, si ça semble logique. Ça va être long, donc accrochez-vous, ok ? Alors, en ce qui concerne la première date dite par l'abbé Périgourdin, donc pas du tout dans l'ordre chronologique, juste la première date prononcée, à savoir 1610, il s'agit en effet du parricide du 14 mai à Paris. François Ravaillac, qui est né en 1577, était un catholique exalté et très influencé par des discours religieux extrémistes. Il était convaincu et guidé par un fanatisme religieux. Et il semble que lui et d'autres qui pensaient comme lui étaient convaincus que le roi trahissait la foi catholique parce qu'il avait promulgué l'édit de Nantes en 1598 et accepté une forme de coexistence avec les protestants, comme par exemple la liberté de culte dans certaines villes, des droits civils et des garanties politiques. Mais apparemment, Ravaillac ne semble pas avoir décidé d'assassiner le roi dans le simple but d'annuler l'édit. L'une des explications avancées, c'est que Henri IV, donc le roi, était en plein préparatif pour une intervention militaire contre la maison des Habsbourg, qui compte parmi les grandes dynasties européennes. À partir de la fin du Moyen-Âge, il s'impose comme une puissance majeure et domine une large partie de l'Europe, du XVIe siècle au XVIIIe siècle. Puis la lignée autrichienne se prolonge au XVIIIe siècle sous le nom de Habsbourg-Lorraine, jusqu'à l'effondrement de l'Autriche-Hongrie en 1918. Cette famille est originaire de la Suisse. Elle bâtit sa puissance par des mariages stratégiques avant de se diviser au XVIe siècle en branches autrichiennes et espagnoles. Les Habsbourg règnent sur le Saint-Empire romain germanique, mais aussi sur l'Autriche, l'Espagne, la Hongrie et la Bohême. Bref, en tout cas, de ce que j'ai pu trouver, l'intervention militaire que préparait Henri IV s'inscrivait plus largement dans la rivalité entre la France et les Habsbourg. À travers la crise de Juillet-Clèves, ils cherchaient surtout à empêcher un renforcement de leur puissance avec l'Espagne en ligne de mire et l'Empire en arrière-plan. Les Habsbourg, surtout du côté espagnol et impérial, présentaient alors l'un des grands pôles de la puissance catholique en Europe. Et François Ravaillac croyait profondément que cette guerre allait s'en prendre à ce camp catholique. Et donc, voilà ce que je pense. Soit il s'est dit, soit on lui a dit que le roi menaçait la foi catholique.
Ce qui fait qu'avec sa vision mythique du roi, un climat religieux extrémiste, et pour couronner le tout, des sermons apocalyptiques, tout ça l'a sans doute guidé vers ce parricide. Mais petite parenthèse que je trouve qui est quand même important, une mini parenthèse sur ce roi, parce que je trouve qu'il est assez important qu'on sache un petit peu de qui on parle. Je sais qu'on connaît un petit peu tous Henri IV, et c'est vrai que c'est pas un deep dive dans sa vie, mais juste un bref récap de qui est l'individu, qui est ce roi qui s'est fait tuer par Ravaillac. Donc Henri IV s'appelle d'abord Henri de Bourbon. Henri de Bourbon, c'est le nom de sa maison, de sa lignée ou bien de sa dynastie. Mais avant de devenir Henri IV, on l'appelait surtout Henri de Navarre. Vous avez sûrement me demandé pourquoi. Alors, c'est parce qu'il devient roi de Navarre en 1572, puis roi de France en 1589. Autrement dit, pendant plusieurs années, il porte à la fois le titre de roi de Navarre et celui de roi de France. Il les porte de manière simultanée jusqu'à sa mort. En 1593, il se convertit au catholicisme et bien plus tard, au printemps 1610, il prépare cette fameuse intervention militaire visant les Habsbourg et l'Empire. C'est donc pendant ces préparatifs, le 14 mai 1610, alors qu'il circule en carrosse dans Paris, que son véhicule se retrouve bloqué dans la rue de la Ferronnerie. Ravaillac, qui le suit depuis un moment déjà, comprend alors que c'est le moment propice, c'est maintenant ou jamais. Et je ne vais pas vous mentir, cet assassinat me paraît très suspect. Je n'affirme pas qu'il n'a pas agi seul, mais j'ai du mal à ne pas trouver étrange qu'un roi aussi important se retrouve à cet instant précis, bloqué dans une rue étroite, avec une protection manifestement insuffisante pour empêcher ce genre d'attaque. Surtout qu'on n'est pas en train de parler d'une foule, on parle d'un seul assaillant. Et quand on sait à quel point cet événement va bouleverser la suite de l'histoire, on comprend aussi pourquoi il a nourri des soupçons, des rumeurs et toutes sortes de lectures derrière. Bref, Ravaillac profite de l'arrêt du carrosse, s'approche, se hisse et porte des coups de couteau depuis la portière. L'attaque est d'une rapidité extrême. On parle de 2 coups mortels et d'un 3e coup manqué, possiblement, on n'est pas sûr. Et c'est donc comme ça que meurt Henri IV, alias Henri de Navarre. Et maintenant, j'aimerais qu'on aille un petit peu en arrière, plus exactement 16 ans avant le parricide de 1610. L'année est 1594 et comme vous l'avez bien compris, Henri IV est toujours roi de France. Et l'on se situe un peu plus d'1 an après sa conversion au catholicisme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre 1593 et 1594, la France est encore en train de sortir des guerres des religions. Mais on n'est pas encore en 1598, l'année de l'édit de Nantes. Ce qui veut dire que la paix n'est pas encore juridiquement et politiquement scellée. Autrement dit, le royaume commence à se calmer, mais les esprits sont encore enflammés. Donc, le 27 décembre 1594, un jeune étudiant parisien qui s'appelle Jean Châtel, issu d'un milieu catholique radical, réussit à s'approcher du roi. Je ne sais pas pourquoi autant de gens s'en approchent. Bref, il sort un couteau et le frappe au visage. Heureusement pour The King, il est seulement blessé à la lèvre supérieure, en plus de perdre une dent. Mais le plus important, c'est qu'il survit. Donc, avant même François Ravaillac, Henri IV avait déjà été visé. Encore une fois, je trouve la sécurité autour de ce roi très, très suspect. Les gens s'en approchent beaucoup trop facilement. Mais je disgrâce. Revenons maintenant à nos brebis galeuses. Je pense que si Voltaire choisit d'évoquer les années 1610 et 1594, c'est pour construire une sorte de démonstration. Je m'explique. Dans l'ordre chronologique, il y a d'abord une tentative d'assassinat contre Henri IV. Puis quelques années plus tard, 16 ans plus tard plus exactement, on finit par le tuer. Dans les 2 cas, la cible reste la même et les agresseurs au profil semblable s'inscrivent dans le même climat religieux tendu. Et si jamais quand je parle de profil semblable, je ne veux pas dire que ces 2 hommes sont identiques en tout point, pas du tout. Je vais dire qu'ils viennent du même terreau idéologique, ou plutôt du même fanatisme religieux.
Autrement dit, on est face à des hommes formés par le même climat de radicalisation, les mêmes discours enflammés, la même obsession de faire disparaître un roi considéré comme une menace pour la foi catholique. Ce qui est intéressant chez Voltaire, c'est qu'il ne présente pas ça comme l'acte d'un monstre ou même d'un démon. Il parle d'un gueux qui a entendu dire des sottises. Donc, on n'est pas très loin de l'homme ordinaire, hein, d'un homme qu'on a nourri de discours extrémistes. Et je pense que c'est justement ça qui intéresse Voltaire ici. Ce mécanisme de radicalisation qui montre qu'à force d'entendre des paroles répétées, des prêches violents, des idées simplifiées et fanatiques, quelqu'un peut finir par commettre l'irréparable. Un gueux qui a entendu dire des sottises peut être interprété par un homme à qui on a raconté n'importe quoi, qu'on a rempli de discours faux, extrêmes et délirants. Un homme qu'on a monté contre le roi et qui, à force d'entendre ces sottises, a fini par croire qu'il accomplissait presque une mission. Alors, bien sûr, cette phrase ne prouve pas à elle seule qu'il y a eu complot organisé avec des preuves solides à l'appui, hein. En revanche, elle soutient très fortement l'idée d'une radicalisation fabriquée, d'une violence qui ne naît pas de nulle part, mais dont des paroles répétées, des serments, je sais que je me répète, hein, des rumeurs et des idées fanatiques. Et concernant la victime, c'est-à-dire Henri IV, on nous présente quand même un roi admiré par beaucoup. Pas par tous, mais par beaucoup. C'est pas pour rien qu'on essaie de le tuer, c'est parce qu'il n'est pas admiré par tous, mais en tout cas par beaucoup. Et visiblement un roi que Voltaire admirait aussi. Un roi tolérant qui a essayé et a même réussi à sortir la France des guerres des religions. C'est un peu comme si Voltaire nous disait que même un roi comme lui, un roi modéré, n'a pas pu échapper à la violence fanatique. Mais bon, ça c'est ce qui concerne les deux dates, 1610 et 1594. Maintenant, j'aimerais qu'on se penche un peu plus sur la partie de l'histoire quand ce Cholvat de l'abbé Périgourdin qui disait que c'est parce qu'un gueux du pays d'Atrébatie a entendu dire des sottises. Après avoir longuement cherché, non, je rigole, c'est pas vrai, je n'ai pas tant cherché que ça, c'est pas comme s'il y avait des parricides tous les midis 14h. J'ai cherché et je suis arrivée à la conclusion qu'il est très probable qu'il parle ici de Robert-François Damien. Je vous parle de l'attentat de Damien contre Louis XV, qui a eu lieu le 5 janvier 1757 à Versailles, soit 2 ans seulement avant la publication de Candide de l'Optimisme. Donc très très frais dans la mémoire des gens. Mais avant de vous parler de Damien, je vais un peu m'attarder sur ce nom Atrébatie. Ce qui est intéressant, c'est que quand Voltaire écrit Candide, Atrébatie est un vieux nom antique lié aux Atrébates. Je ne sais pas si je suis claire dans mes propos, mais en gros, ce que je vais dire, c'est que Atrébatie est un vieux nom antique qu'on n'utilise plus vraiment à l'époque de Voltaire. Et quand il a parlé d'un gueux du pays d'Atrébatie, logiquement, dans ma tête, je me suis dit qu'il s'agissait sûrement d'un pays étranger, étant donné que dans l'histoire de Voltaire, dans Candide, on arrête tous les étrangers. La réalité est que Artois, anciennement connu sous le nom d'Atrébatie, est une ancienne province du nord de la France. Et Robert-François Damien est né à Artois, près d'Arras. Donc Voltaire n'emploie pas le nom courant, il choisit volontairement une forme ancienne et lettrée. Revenons maintenant à Robert-François Damien. On nous raconte qu'il n'a rien d'un grand conspirateur romantique, hein. C'est un homme d'origine modeste et je ne suis pas très sûre, mais selon l'Encyclopédie Britannica, il serait le fils d'un portier qui passe par plusieurs places de domestiques et qui est renvoyé de plusieurs emplois. Le château de Versailles le présente aussi comme un domestique originaire d'Arras, au caractère influençable, exalté, qui a servi chez plusieurs conseillers du Parlement, très critique envers le roi. Alors, le 5 janvier 1757, à Versailles, Damien profite du moment où Louis XV va monter en carrosse. Il y a un truc avec les carrosses, hein. Bref, je vais m'enlever de cette histoire, ok? Donc, Damien profite d'un moment où Louis XV va monter en carrosse, puis le frappe d'un coup et le blesse légèrement. Après cet assassinat foireux, il est tout de suite arrêté, interrogé et torturé dans le but qu'il donne d'éventuels complices.
Mais d'après la Bibliothèque nationale de France, Damien avait dénoncé quelques parlementaires comme complices, mais il s'est rétracté et n'a pas livré de réseau solide. Et dans les études historiques sur son procès, on retrouve aussi l'idée qu'au fond, il répète qu'il n'y a pas eu de complices et qu'il n'y a pas eu de complot non plus. Quoi qu'il en soit, il finit par être jugé et exécuté le 28 mars 1757. Ce qui est surtout intéressant pour moi, c'est que dans Candide ou l'optimisme, en tout cas au moment quand Candide et Martin sont arrêtés, ce sont les étrangers qu'on arrête, comme je l'ai dit il y a quelques instants. Et l'explication donnée renvoie justement à ce gueux du pays d'Atrébassie et aux précédents attentats. Alors qu'en réalité, si on suit le palmarès de tous ces attentats, et même de celui qui a été un succès, on se rend compte qu'on a bien affaire à des hommes du royaume de France et pas du tout à des étrangers. Jean Châtel a blessé Henri IV en décembre 1594 et selon les sources, il était parisien, fils d'un marchand drapier. François Ravaillac tue Henri IV le 14 mai 1610. Ravaillac est un Français originaire d'Angoulême, issu d'un milieu catholique de petite bourgeoisie judiciaire. Et puis finalement, Robert-François Damien a tenté de tuer Louis XV en 1757. Il était un Français né en Artois, près d'Arras. Et je trouve que c'est ça qui renforce fortement la satire de Voltaire. On prend des crimes commis par des gens du dedans et on transforme les étrangers en catégories suspectes. Donc, avec notre vocabulaire d'aujourd'hui, je pense qu'on peut parler d'un réflexe xénophobe ou plus exactement d'un mécanisme de bouc émissaire. Au lieu de chercher lucidement d'où vient le fanatisme, on reporte la peur sur des gens plus faciles à saisir, à surveiller et même à enfermer. Et Voltaire pousse la critique encore plus loin en liant immédiatement cette politique sécuritaire à l'arbitraire et à la corruption. L'exempt les fait arrêter, puis les relâche quand il reçoit des diamants. Et donc, après que l'exempt a tout expliqué, la réaction de Candide montre bien à quel point l'accusation lui paraît effrayante. Et maintenant que je vous ai raconté ce qu'on lui a raconté, mais qu'on ne nous a pas raconté, je pense qu'on peut mieux comprendre pourquoi est-ce qu'il panique. Ah, les monstres! Quoi? De telles horreurs chez un peuple qui danse et qui chante? Ne pourrais-je sortir au plus vite de ce pays où des singes agacent des tigres? J'ai vu des ours de mon pays. Je n'ai vu des hommes que dans le Dorado. Quand Candide parle d'un peuple qui danse et qui chante, je pense qu'il vise d'abord une contradiction, parce que la France lui paraît comme un pays brillant, léger et mondain, un pays de spectacle, de musique et de sociabilité. Et pourtant, derrière cette façade séduisante, il découvre une société traversée par la peur, l'arbitraire et la violence politique. C'est pour ça qu'il enchaîne rapidement avec les images de singes et de tigres. Je ne crois pas qu'il faille répartir des rôles de manière trop précise ici. Ce qu'il exprime surtout, c'est l'idée d'un monde devenu bestial. Un monde où la frivolité, l'agitation, le ridicule et la férocité semblent coexister dans le même espace. Donc au fond, Candide ne voit plus vraiment des hommes, mais seulement des bêtes. Et il le dit presque explicitement quand il ajoute qu'il a vu des ours dans son pays, mais des hommes seulement dans le Dorado. Ce qui veut dire que ni la France, ni même son propre pays ne trouvent grâce à ses yeux. Pour lui, le seul lieu vraiment humain, c'était Eldorado. Au nom de Dieu, monsieur l'exempt, menez-moi à Venise où je dois attendre mademoiselle Cunégonde. Mais le brigadier lui répond, je ne peux vous mener qu'en Basse-Normandie. Puis il lui fait ôter ses fers tout en ajoutant que monsieur s'est trompé. Ensuite, il renvoie ses gens, emmène Candide et Martin à Dieppe et les laisse entre les mains de son frère qui a un petit vaisseau hollandais à la rade. Et à l'aide de 3 diamants, le Normand devient le plus serviable des hommes en embarquant Candide et les siens sur son vaisseau qui doit faire voile pour Portsmouth en Angleterre. Alors, ce n'est pas le chemin de Venise, mais Candide croit être délivré de l'enfer. Et il compte bien reprendre la route de Venise à la première occasion.
Sauf qu'il commence très vite à se lamenter, appelant Pangloss, Martin, puis sa chère Cunégonde. Il se demande ce que c'est que ce monde. Martin lui répond que c'est quelque chose de bien fou et de bien abominable. Ensuite, Candide lui demande s'il connaît l'Angleterre et si on est aussi fou qu'en France. D'après Martin, c'est une autre espèce de folie. En plus, ces deux nations sont en guerre pour quelques arpents de neige vers le Canada. Et elles dépensent pour cette belle guerre beaucoup plus que le Canada ne vaut. Malheureusement, ces faibles lumières ne lui permettent pas de dire précisément s'il y a plus de gens alliés dans un pays que dans un autre. Mais en général, les gens qui vont voir sont fort atrabilaires, ce qui veut juste dire que ce sont des gens désagréables. Bon, je trouve qu'il est quand même important qu'on se rende un peu compte de la réalité politique de l'Europe avant, pendant et même après 1759. Donc, Candide ou l'optimisme paraît en pleine guerre de 7 ans. C'est une guerre qui a duré de 1756 à 1763. Elle a éclaté sur plusieurs fronts, entre autres l'Amérique, l'Inde et les mers. À cette époque, le Canada n'est pas encore le Canada d'aujourd'hui, vous vous en doutez bien. En fait, cet immense territoire qui comprend le Québec, Montréal, la vallée du Saint-Laurent et d'autres zones très vastes mais peu peuplées fait partie de ce qu'on appelle la Nouvelle-France. Et son économie repose surtout sur le commerce des fourrures, l'exploitation territoriale et le contrôle stratégique des routes. Et la France et l'Angleterre se battent pour ce territoire pour diverses raisons. Entre autres, pour le contrôle maritime, l'expansion coloniale, l'équilibre des puissances, l'accès aux ressources et la domination commerciale mondiale. Donc, quand Voltaire s'exprime à travers Martin en disant que ces deux nations sont en guerre pour quelques arpents de neige vers le Canada et qu'elles dépensent pour cette belle guerre beaucoup plus que le Canada ne vaut, je pense qu'il critique ici la démesure des dépenses militaires, le coût humain, l'absurdité du prestige colonial et l'orgueil national. En plus, on est en pleine hyperbole satirique. Et je sais que personne n'a demandé mon avis, mais Voltaire a raison. Cette guerre est totalement irrationnelle. Surtout que le 10 février 1763, le traité de Paris est signé, mettant fin à cette guerre. Et résultat, c'est la France qui en subit la majorité des conséquences. Celle qui nous intéresse ici, c'est la perte du territoire qu'on appelle aujourd'hui le Canada. Enfin, le nom Canada est utilisé par les Français dès 1535, quand deux jeunes autochtones ont indiqué le chemin vers Kanata, donc avec K, été, donc Kanata, à Jacques Cartier, qui voulait se rendre dans un village appelé Stadacona. Donc, ce mot Kanata est un mot iroquoien qui veut tout simplement dire village ou bien établissement. Donc, une fois qu'ils lui ont indiqué où se trouvait le village, donc Kanata, Cartier a décidé de reprendre ce mot et l'a étendu à une région plus large du Saint-Laurent. Donc, quand la France se voit obligée de le céder à la Grande-Bretagne, les nouveaux boss décident de l'appeler Province of Quebec. Mais ils ne parviennent pas du tout à faire disparaître le nom Canada, qui finit par revenir officiellement en 1791 avec le Haut-Canada et le Bas-Canada. En ce qui concerne la France, elle conserve quand même quelques îles antillaises, jugées économiquement plus rentables, mais elle cède aussi certains territoires en Inde. Je le répète encore, Candide paraît en 1759, donc en pleine guerre de 7 ans. Et Voltaire parle déjà de quelques arpents de neige. Et donc, avec un peu de recul, je pense qu'on peut un petit peu dire que c'était un peu prophétique. Candide et Martin continuent de discuter comme ça jusqu'à ce qu'ils abordent à Portsmouth et sont tout de suite témoins d'une scène très bizarre. Ils voient une grande foule qui couvre le rivage et qui regarde attentivement un homme assez gros qui se trouve sur le tillac d'un des vaisseaux de la flotte. Cet homme est à genoux, les yeux bandés, et vis-à-vis de lui se tiennent 4 soldats postés. Alors ces soldats, ils ne sont pas là pour le protéger, pour être spectateurs de quelque chose, ni même pour prononcer un discours. Puis soudainement, ils tirent chacun 3 balles dans le crâne de l'homme. Et toute l'assemblée s'en retourne extrêmement satisfaite.
Totalement choqué, Candide demande quel est ce démon qui exerce partout son empire et surtout, qui est cet homme qu'on vient de tuer en cérémonie? On lui répond que c'est un amiral. Donc, sur toutes ces questions, on lui répond au moins la dernière question, ok? On lui répond que c'est un amiral et qu'on l'a tué parce qu'il n'avait pas fait tuer assez de monde. Pardon, il n'avait pas fait tuer assez de monde et que pendant qu'il livrait un combat à un amiral français, on a trouvé qu'il n'était pas assez près de lui. Mais Candide fait remarquer que l'amiral français est aussi loin de l'amiral anglais que celui-ci est de l'autre. On lui réplique que c'est incontestable, sauf que dans ce pays, on trouve qu'il est bon de tuer de temps en temps un amiral. Vous savez, pour encourager les autres. Franchement, ce passage est à la fois effrayant et totalement absurde. Et comme je l'ai fait pour beaucoup d'individus dans ce conte philosophique, j'ai fait 2-3 petites recherches et j'ai découvert que cette histoire est une invention totale de Voltaire. Heureusement. Mais non. Je peux même pas dire je rigole parce que c'est même pas drôle. C'est pas du tout une invention. Alors, cet événement a réellement eu lieu. Donc, nous sommes toujours dans cette période de guerre de 7 ans. En plus de se battre pour le Canada, la France et l'Angleterre sont aussi engagées dans un conflit maritime. Et lors de la bataille de Minorque en Méditerranée, le 14 mars 1757, 2 ans avant la publication de Candide aussi, John Byng, un amiral britannique, est exécuté parce qu'il n'a pas combattu avec assez d'agressivité contre une flotte française. Il est jugé pour ne pas avoir fait tout ce qui était en son pouvoir pour remporter cette victoire. Et selon la loi navale britannique de l'époque, le simple fait de ne pas avoir engagé l'ennemi d'assez près pouvait être puni de mort. En plus, des officiers et des équipages de plusieurs navires étaient présents, y compris d'autres bâtiments de la flotte. Autrement dit, un spectacle militaire voulu comme exemplaire. C'est presque trait pour trait ce que Voltaire met en scène dans Candide. Et n'oubliez pas, Candide, c'est quand même un conte philosophique totalement absurde avec des hyperboles partout. Sauf que là, c'est tellement trait pour trait qu'il n'a même pas besoin comment dire, il n'a même pas besoin d'exagérer ce qui s'est passé. C'est déjà trop. Donc, je pense qu'il est possible que, pour Voltaire, cette exécution ne soit pas seulement une sanction militaire, mais un message ou bien un avertissement, un sacrifice offert à l'opinion publique. On ne tue pas seulement un amiral, on rassure une nation. Candide est tellement étourdi et choqué parce qu'il vient de voir et parce qu'il vient d'entendre, qu'il ne veut même plus mettre pied à terre. Et c'est sans perdre un instant qu'il fait affaire avec le patron hollandais pour qu'il le conduise illico presto à Venise. Puis, entre parenthèses, Voltaire écrit « Dut-il le voler comme celui de Suriname ?» Alors, ce que je comprends, c'est que Voltaire rappelle ici, mine de rien, l'épisode de Suriname, le moment où Candide est tombé sur Vanderdondur, le patron hollandais, ce fameux négociant qui avait pour habitude de couper les membres de ses esclaves et qu'il a d'abord accueilli avec toutes les apparences du commerçant honnête, avant de l'escroquer, de le voler de tous ses moutons et de disparaître avec la majorité de ce qui est resté de sa fortune. Donc, Candide sait déjà par expérience qu'un patron hollandais peut être un voleur. Il a déjà vécu. Il sait ce que ça coûte et il sait ce que ça fait. Mais justement, c'est là que le passage devient très fort. Parce que ce qu'il vient d'assister en Angleterre, cette exécution publique, cette violence froide et cette absurdité presque tranquille lui paraît encore plus insupportable qu'un possible vol. Il préfère encore courir le risque d'être dépouillé une 2e fois plutôt que de rester 1 minute de plus dans ce pays de psychopathes. Sauf que ce n'est qu'au bout de 2 jours que ce patron hollandais décide qu'il est enfin prêt à l'emmener à Venise. Sur le chemin de Venise, justement, on côtoie la France, puis on passe la vue de Lisbonne. Et Candide frémit. Parce que qui dit Lisbonne, dit le grand inquisiteur, dit exécution par le feu pour Candide. Ensuite, ils entrent dans le détroit, puis dans la Méditerranée, jusqu'à ce qu'enfin ils abordent à Venise.
Candide est tellement soulagé qu'il embrasse Martin. « Dieu soit loué, c'est ici que je reverrai la belle Cunégonde. Je compte sur Cacambo comme sur moi-même. Tout est bien, tout va bien, tout va le mieux qu'il soit possible. » Je trouve que le fait qu'il dise qu'il compte sur Cacambo comme sur lui-même, ça montre à quel point il a confiance en lui quand même. Comme si ça avait été quelqu'un d'autre, il n'aurait pas eu une confiance aussi entière. Et c'est vrai que même si Candide et Cacambo ne se connaissent que depuis Cadix, ils ont développé une relation de confiance très forte. Et il ne faut pas oublier que Cacambo, lui aussi, a quitté le paradis d'Eldorado et a suivi Candide sans hésiter. J'ai envie de dire les yeux fermés carrément. Il a cru tout ce que Candide lui a dit, puis il a dit « T'inquiète mon gars, je te suis. Tu trouves que ton plan est bien, je viens avec toi. » Il lui a fait confiance. Il a quitté le paradis sur terre avec son pote. Ce qu'on peut dire ici, c'est que même si Candide a tendance à faire confiance à presque tous les gens qu'il croise, il n'accorde pas ce degré de confiance à n'importe qui. Avec Cacambo, il y a une fidélité qui s'est construite dans l'action et surtout dans les épreuves, dans la fuite, dans la guerre, dans Eldorado et dans la séparation. Et donc, Cacambo n'est pas juste un compagnon de route ou simplement son valet. Il est devenu à ce stade presque un prolongement de Candide. Et donc, dès qu'il est à Venise, il fait chercher Cacambo dans tous les cabarets, dans tous les cafés et chez toutes les filles de joie. Mais il reste introuvable. Il envoie même tous les jours des gens chercher des infos au port. Ces gens regardent dans les bateaux, s'informent de qui vient et de qui part, s'il y a un message ou s'ils ont vu Cacambo. Et malgré tous ces efforts, aucune nouvelle, rien ne revient. Au bout d'un certain temps, Candide se met à faire le bilan avec Martin. Il lui dit qu'il a eu le temps de passer de Suriname à Bordeaux, de Bordeaux à Paris, de Paris à Dieppe, de Dieppe à Portsmouth en Angleterre. Il a même eu le temps de côtoyer le Portugal et l'Espagne, les deux endroits qui l'effraient quand même. Hein. Il a traversé toute la Méditerranée, passé quelques mois à Venise, mais que malgré tout ça, Cunégonde ne vient pas, qu'à la place, il n'a rencontré qu'une drôlesse et un abbé Périgourdin. Il finit enfin par se persuader que Cunégonde est morte et que maintenant, il n'a plus qu'à mourir lui aussi. Il ajoute qu'il aurait mieux valu rester dans le paradis du Dorado que de revenir dans cette maudite Europe. Puis il admet à Martin qu'il a eu raison. Tout n'est qu'illusion et calamité et tombe dans une mélancolie totalement noire. Il n'a plus du tout envie de prendre part ni à l'opéra à la moda, ni aux autres divertissements du carnaval. Il semble aussi qu'aucune dame ne lui donne le moindre tentation. Puis Martin lui dit quelque chose d'assez curieux. En tout cas, moi, je trouve ça très dérangeant presque. Mais il lui dit qu'il est bien simple en vérité de s'imaginer qu'un valet métis avec 5 ou 6 millions dans ses poches va aller chercher sa maîtresse au bout du monde et la lui amener à Venise. Que si Cacambo venait à la trouver, il la prendra pour lui. Et que s'il ne la trouvait pas, il en prendrait une autre. Puis il le conseille de les oublier tous les deux. Voltaire nous dit lui-même que Martin n'est pas du tout consolant. Parce qu'alors que la mélancolie de Candide augmente, Martin n'arrête pas de lui prouver qu'il n'y a pas de vertu, enfin peu de vertu et peu de bonheur sur la terre. Sauf peut-être dans Eldorado, où personne ne peut y aller. C'est assez méchant, mais c'est très vrai. Hein. Alors, ce que je trouve intéressant ici, c'est l'utilisation du mot Eldorado, par Candide et puis par Martin. Souvenez-vous de ce que le roi de ce pays leur avait dit, et quand je dis leur avait dit, je parle bien de Candide et de Cacambo. Souvenez-vous de ce qu'il leur avait dit quand ils ont exprimé leur envie de quitter le paradis. Partez quand vous voudrez, mais la sortie est bien difficile. C'était très vrai, le chemin était plus que compliqué. Il était même périlleux pour le bétail et une perte presque totale du trésor. Mais on peut aussi se dire que les paroles du roi étaient une vraie mise en garde pour eux, parce que ce choix a rendu leur vie très très difficile. Enfin, on ne sait pas vraiment ce qu'il en est pour Cacambo parce que monsieur est porté disparu depuis des mois et des mois maintenant. Et je ne sais pas vraiment comment est-ce qu'ils avaient prévu de se partager le trésor. Donc, pour ne pas juste dire Candide, je vais inclure les deux.
Ils ont perdu leurs moutons, leurs diamants se sont effrités à une vitesse extrême, l'argent s'est dissipé, l'espoir a commencé à vaciller et pour Candide, même la fidélité à l'idéal s'amenuise. Et à mesure qu'il s'éloigne, l'or se transforme en monnaie, l'utopie en capital et l'idéal en simple souvenir. Même le nom change et se transforme en fragment. Ce nom, Eldorado, qui signifie le doré ou bien l'homme couvert d'or, ce nom mythique et presque sacré devient quelque chose de simplement doré, quelque chose qui brille mais qui n'a plus de profondeur, comme si le nom avait perdu son aura. Et je pense justement que ce raccourcissement peut être lu non pas comme nostalgique, mais plutôt comme une désacralisation progressive. Et Martin, in contrario, l'appelle encore Eldorado. Bon, je fais la comparaison avec Martin, étant donné que Kakombo n'est pas là du tout pour nous permettre de faire une bonne comparaison comme il se doit. Martin n'a jamais investi affectivement cet endroit. Et donc pour lui, c'est une entité extérieure. Vous comprenez ? Bref, pendant qu'ils disputent sur cette matière importante et qu'ils attendent Cunégonde, Candide aperçoit un jeune théatin sur la place Saint-Marc qui tient une fille sous le bras. Ce théatin paraît frais, potelé et vigoureux. Ses yeux sont brillants, son air est assuré, sa mine est haute et sa démarche fière. La fille qu'il tient est décrite comme très jolie. Elle chante tout en regardant amoureusement son théatin et de temps en temps, elle lui pince ses gros joues. C'est donc en voyant ces deux tourtereaux que Candide dit à Martin qu'il doit avouer qu'au moins ces gens-là sont heureux, qu'ils ne trouvent que des infortunés dans toute la terre habitable, excepté dans Eldorado. Mais que pour cette fille et ce théatin, il gage que ce sont des créatures très heureuses. Et Martin lui répond « Je gage que non ». Pour les départager, Candide propose de les inviter à dîner, puis ils pourront par la suite juger qui a tort et qui a raison. Il commence d'abord par les aborder, puis leur fait son compliment et les invite finalement à venir à son hôtellerie manger des macaronis, des perdrix de Lombardie et des œufs d'esturgeon. Et comme boisson, il est en train carrément de leur faire toute la liste de ce qu'ils pourront manger et boire chez lui. Bref. Et comme boisson, de Montepulciano, du Lacrima Christi, du Chypre et du Samos. La demoiselle rougit et le théatin accepte la partie. Puis, quelque chose d'étrange se passe. Alors que la fille suit Candide, elle est donc devant le théatin, elle l'observe d'une manière très curieuse. Elle le regarde avec des yeux de surprise et de confusion. On nous dit aussi que ses yeux sont obscurcis par quelques larmes, donc l'émotion est omniprésente. Et dès qu'elle entre dans la chambre de Candide, elle lui dit « Quoi ? Monsieur Candide ne reconnaît plus Paquette ?» Candide, qui ne l'avait pas considérée avec attention jusqu'à cet instant parce que son esprit était seulement préoccupé de Cunégonde, finit par lui dire « Hélas, ma pauvre enfant, c'est donc vous qui avez mis le docteur Pangloss dans le bel état où je l'ai vu ? Hélas, monsieur, c'est moi-même. Je vois que vous êtes instruit de tout. J'ai su les malheurs épouvantables arriver à toute la maison de Madame la Baronne et à la belle Cunégonde. Je vous jure que ma destinée n'a guère été moins triste. Je ne sais pas si le mot que je cherche ici, c'est culotté ou juste insensible. Mais j'ai un peu l'impression que dire que sa destinée n'a guère été moins triste, ils sont quand même morts assassinés. Donc je dirais que le simple fait qu'elle soit vivante est déjà un destin moins triste. C'est vrai que je la juge très tôt. Écoutons d'abord ce qu'elle a à nous dire. J'étais fort innocente quand vous m'avez vue. Un cordelier qui était mon confesseur me séduisit aisément. Les suites en furent affreuses. Cette partie de son histoire, en tout cas, peut être corroborée par la version qu'elle avait donnée à Pangloss, qui à son tour avait dit à Candide que Paquette tenait ce présent d'un cordelier très savant qui avait remonté la source. Je fus obligée de sortir du château quelque temps après que Monsieur le Baron vous eût renvoyé à grands coups de pied dans le derrière. Alors,
Oh là là, je déteste, hein. À chaque fois que j'arrive à ce moment dans l'histoire, ça me fait rire, hein. Et je trouve ça très drôle qu'elle lui rappelle non seulement qu'il a été chassé, mais elle lui rappelle aussi carrément la manière dont ça a été fait. Bref, oh là là. Je déteste cette partie de l'histoire parce que je me déconnecte totalement. Attends. Si un fameux médecin n'avait pas pris pitié de moi, j'étais morte. Je fus quelque temps, par reconnaissance, la maîtresse de ce médecin. Sa femme, qui était jalouse à la rage, me battait tous les jours impitoyablement. C'était une furie. Ce médecin était le plus laid de tous les hommes, et moi, la plus malheureuse de toutes les créatures, d'être battue continuellement pour un homme que je n'aimais pas. Vous savez, monsieur, combien il est dangereux pour une femme acariâtre d'être l'épouse d'un médecin. Donc, une femme acariâtre, c'est une femme aigrie, grincheuse et difficile à vivre. Elle poursuit. Celui-ci, outré des procédés de sa femme, lui donna un jour pour la guérir d'un petit rhume une médecine si efficace qu'elle en mourut en 2 heures de temps dans d'horribles convulsions. Et qui d'autre est mort de façon similaire? Le prince de Massa Carrara est fiancé de la vieille. Il est mort en 2 heures dans d'horribles convulsions, hein, après avoir rendu visite à son ancienne maîtresse. Bref, donc la femme de ce médecin a été tuée par empoisonnement par son mari. Par la suite, les parents de la défunte ont intelligemment décidé de le poursuivre en justice par un procès criminel. Mais il a pris la fuite. Sauf que, malheureusement pour Paquette, c'est elle qu'on a fini par foutre en prison. Mon innocence ne m'aurait pas sauvée si je n'avais pas été un peu jolie. Le juge m'élargit à condition qu'il succéderait au médecin. Donc le juge avait accepté de la libérer sous condition qu'elle devienne sa maîtresse à lui, en remplacement du médecin qui avait pris la fuite, et puis bref, n'importe quoi. Je fus bientôt supplantée par une rivale, chassée sans récompense et obligée de continuer ce métier abominable qui vous paraît si plaisant à vous autres hommes et qui n'est pour nous qu'un abîme de misère. J'allais exercer la profession à Venise. Ah, monsieur, si vous pouviez vous imaginer ce que c'est que d'être obligé de caresser indifféremment un vieux marchand, un avocat, un moine, un gondolier, un abbé, d'être exposé à toutes les insultes, à toutes les avanies, d'être souvent réduite à emprunter une jupe pour aller se le faire lever par un homme dégoûtant, d'être volé par l'un de ce qu'on a gagné avec l'autre, d'être rançonné par les officiers de justice et de n'avoir en perspective qu'une vieillesse affreuse, un hôpital et un fumier. Vous conclurez que je suis une des plus malheureuses créatures du monde. Je pense qu'on peut tous avoir de la compassion pour Paquette, hein. Elle est entière, sans filtre, et elle ouvre son cœur au bon Candide, comme dit Voltaire, dans un cabinet en présence de Martin, qui finit par se retourner vers Candide et puis lui dit « Vous voyez que j'ai déjà gagné la moitié de la gageure. » Alors perso, je trouve ce qui se passe là en cet instant précis très intéressant parce que d'un côté, on a Paquette qui raconte les pires atrocités qui sont arrivées dans sa life. Et de l'autre côté, on a Candide et Martin qui certes l'écoutent, mais ils sont totalement déconnectés. Ça fait longtemps qu'elle raconte des choses très intéressantes, très bouleversantes en plus, et ils paraissent totalement déconnectés, totalement désintéressés. Ils sont, je sais pas. Et j'ai l'impression qu'en cet instant, et surtout Martin, n'est pas du tout compatissant ou même consolant. C'est comme si le plus important, c'est la gageure et pas du tout le ressenti de la pauvre Paquette. Pendant qu'elle échange avec Candide en présence de Martin, frère Giroflée, donc le théatin, est dans la salle à manger. Il le retrouve alors qu'il est en train de boire un coup en attendant le dîner, hein. Ensuite, Candide dit à Paquette que quand il l'a rencontrée, elle avait l'air si gaie, si contente. Elle chantait et caressait le théatin avec une complaisance naturelle et qu'elle lui a paru aussi heureuse qu'elle prétend être infortunée. Mais d'après elle, c'est encore là l'une des misères du métier. Rien qu'hier, par exemple, elle a été volée et battue par un officier. Et aujourd'hui, il faut qu'elle paraisse de bonne humeur pour plaire à un moine. Candide n'en veut pas plus. Il semble qu'il en a assez entendu et finit par avouer à Martin qu'il a eu raison
et ils se mettent tout de suite à table. Bon, alors je reviens à ce que je disais il y a maintenant quelques instants. Martin et Candide ont strictement rien, mais alors rien à foutre de Paquette et des malheurs qu'elle a subis. Et je trouve presque drôle que Voltaire utilise l'adjectif bon pour parler de Candide alors qu'il est tout sauf bon avec elle. Et souvenez-vous aussi qu'au début de leur échange, Paquette avait osé mettre son malheur à la même hauteur des tragédies de la maison du baron à Thunderton Trunk. Sur le moment, ça m'a paru culotté, presque excessif, voire déplacé. Mais après avoir lu tout ce qu'elle avait à raconter, je pense qu'il faut quand même lui rendre ça, hein. Paquette est effectivement l'un des êtres les plus malheureux du monde. Parce que ce n'est pas parce qu'on respire encore qu'on échappe forcément au pire. On peut être vivant ou même vivante, ça dépend du sexe de chacun, et pourtant se faire broyer, humilier, exploiter et détruite. La vie en elle-même ne suffit pas à faire un destin moins tragique. Et c'est peut-être aussi ça que Voltaire nous force à regarder ici. Qu'il existe des existences qui ne sont pas mortes, mais qui ont déjà été ravagées presque entièrement. En tout cas, on nous dit que le repas est assez amusant et sur la fin du repas, Candide s'adresse enfin au moine et il lui dit qu'il lui paraît jouir d'une destinée que tout le monde doit envier, que la fleur de la santé brille sur son visage, que sa physionomie annonce le bonheur, qu'il a une très jolie fille pour sa récréation et qu'il paraît très content de son état théatin. Frère Giroflée lui répond « Ma foi, monsieur, je voudrais que tous les théatins fussent au fond de la mer. » Puis il ajoute qu'il a été tenté 100 fois de mettre le feu au couvent et d'aller se faire turc. Alors, ça n'a pas vraiment de lien, mais bon, un peu quand même. Ce 100 fois me rappelle la vieille. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment où elle avait confié avoir voulu sauter la vie au moins 100 fois. Alors, il semble qu'au XVIIIe siècle, 100 fois, utilisé dans des contextes comme ici, signifiait soit énormément, soit juste un nombre incalculable de fois. Un peu comme aujourd'hui, j'ai envie de dire. Voltaire, tout comme nous, l'utilise pour intensifier un sentiment. Et donc, je pense que dans le cas de la vieille, ce 100 fois servait à montrer l'accumulation de ses malheurs, l'excès de sa souffrance et l'idée que la vie devient littéralement insupportable. Mais on est d'accord qu'elle ne l'a jamais fait. Pour frère Giroflée, c'est aussi le même mécanisme. Il a été tenté 100 fois de brûler le couvent. Ici, ce 100 fois sert à montrer son dégoût apparent de la vie monastique, son enfermement et surtout sa souffrance. Mais lui aussi ne l'a jamais fait. La vieille continue de vivre et frère Giroflée ne devient jamais moine pyromane. Mes parents me forcèrent, à l'âge de 15 ans, d'endosser cette détestable robe pour laisser plus de fortune à un maudit frère aîné. Que Dieu confonde. La jalousie, la discorde, la rage habitent dans le couvent. Il est vrai que j'ai prêché quelques mauvais sermons qui m'ont valu un peu d'argent, dont le prieur me vole la moitié. Le reste me sert à entretenir des filles. Mais quand je rentre le soir dans le monastère, je suis prêt à me casser la tête contre les murs du dortoir et tous mes confrères sont dans le même cas. Alors je pense que ça ne serait pas déplacé de dire que frère Giroflée est certainement au bout de sa life lui aussi. En plus, il dévoile des choses très très intéressantes. Ce qui me saute surtout aux yeux, c'est la dénonciation de l'hypocrisie religieuse. De ce que j'ai compris, et vous me corrigerez en barre de commentaires, je ne sais pas trop comment on dit ça, barre de commentaires ou barre commentaires. Bref, vous avez compris, si jamais je suis à côté de la plaque, ce qui arrive très souvent, corrigez-moi, ok? Ou en tout cas, dites-moi ce que vous avez compris. Donc, comme je disais, de ce que j'ai compris, frère Giroflée ne croit pas vraiment ce qu'il prêche, hein. Et s'il le fait, c'est surtout pour gagner de l'argent. Il nous apprend aussi que ce ne sont pas seulement quelques moines comme lui qui le font, hein. Le prieur me vole la moitié. Ce qui veut dire que la hiérarchie religieuse est elle-même corrompue. Mesdames et messieurs, nous sommes face à une véritable chaîne de corruption. L'argent des fidèles, le prédicateur et son supérieur. Dans cette mascarade, personne n'est vraiment vertueux, sauf peut-être les fidèles. Il dit même que le reste me sert à entretenir des filles.
Voilà un moine qui a fait vœu de chasteté et qui, en même temps, paye des filles. Allez trouver du sens là-dedans, hein. Martin se retourne vers Candide avec son sang-froid ordinaire et lui dit « Eh bien, n'ai-je pas gagné la gageure tout entière ?» Et puis Candide fait quelque chose qui confirme toutes mes suppositions à son sujet, en tout cas depuis son départ d'Eldorado. Il donne 2000 piastres à Paquette et 1000 piastres à Frère Giroflée. Puis il leur dit qu'avec ça, ils seront heureux. Parce que pour lui, être riche est synonyme de bonheur. Mais soyons attentifs, il pense que cet argent suffira à les rendre heureux, sauf que cette règle ne s'applique pas du tout à lui, hein. Et je dis ça parce que malgré toutes les richesses et le bonheur apparent qu'il a connu en Eldorado, rien de tout ça ne l'a réellement rendu heureux en fin de compte. Et même Martin lui répond qu'il n'en croit rien du tout et que ces piastres pourraient peut-être les rendre beaucoup plus malheureux qu'ils le sont déjà. Candide lui répond qu'il en saura ce qu'il pourra, tout en ajoutant qu'une chose le console. Il voit qu'on retrouve souvent les gens qu'on ne croyait jamais retrouver. Franchement, je ne pense pas qu'il s'agisse simplement d'une croyance naïve. Pour lui, c'est presque une évidence, quelque chose qu'il a déjà vérifié plusieurs fois. Alors, je m'explique, ne vous inquiétez pas. Vous allez me dire comment est-ce qu'il a vérifié ça plusieurs fois. C'est tout simple, hein. Il a retrouvé son mouton rouge, il a retrouvé Paquette, et s'il faut remonter un peu plus loin, je dirais qu'il a aussi retrouvé Pangloss. Et surtout, il a déjà retrouvé Cunégonde une première fois, alors qu'il la croyait morte. Et j'ai presque oublié le baron, hein, le frère de Cunégonde, qu'il a retrouvé à Los Padres. Enfin, il a fini par l'assassiner, mais avant de l'assassiner, il l'avait quand même retrouvé, alors que Pangloss lui avait dit qu'il était mort aussi, hein. Donc, dans sa logique, il n'y a aucune raison que cela ne se reproduise pas. C'est pour ça que pour moi, il ne fait pas seulement preuve d'espoir, il applique une sorte de règle qu'il croit avoir observée dans le monde. Une règle simple, qui est que ce qui est perdu finit par être retrouvé. Et c'est précisément là que je trouve que ça devient dangereux, parce qu'il transforme des exceptions en loi générale. Il oublie surtout que tous ces gens qu'il a retrouvés, y compris son mouton, n'étaient pas des gens qu'il cherchait. Il est tombé sur eux par pur hasard. Tous sans exception. Alors que maintenant, il recherche activement Cunégonde. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il ne la retrouvera jamais, mais il faudra peut-être qu'il arrête de la chercher pour de nouveau tomber sur elle. Bref, Martin lui dit qu'il souhaite qu'un jour elle fasse son bonheur, mais qu'il en doute fort. Candide lui dit qu'il est bien dur. Mais Martin lui répond simplement que c'est parce qu'il a vécu. Et sur ce coup, je trouve que Martin a raison. Quand on mise tout sur quelqu'un et qu'on idéalise autant, il arrive très souvent que la personne ne soit pas à la hauteur de nos attentes, hein. Mais surtout, c'est beaucoup de pression pour quelqu'un. Il s'est fait une idée de Cunégonde en la mettant sur un piédestal si haut que ça se trouve, malgré son rang, sa beauté et l'amour qui existe entre eux, jamais elle ne pourra l'atteindre. Alors, il dit à Martin de regarder les gondoliers, puis il lui demande s'il ne chante pas sans cesse. Martin répond que Candide ne les voit pas dans leur ménage avec leurs femmes et leurs marmots, que le doge a ses chagrins et le gondolier ont le leur. Puis il ajoute qu'il est vrai qu'à tout prendre, le sort d'un gondolier est préférable à celui d'un doge, mais que la différence est si médiocre que ça ne vaut pas la peine d'être examiné. Un doge est en quelque sorte le chef de la République de Venise, pardon. Une gondole, c'est une longue barque noire très typique de la ville. Et le gondolier, c'est celui qui le fait avancer avec une rame. Et donc, ce que je comprends ici, c'est que Voltaire oppose le sommet du pouvoir au petit peuple. Pas seulement pour montrer que la différence, que la souffrance n'épargne personne. Il montre aussi que le bonheur ne dépend pas du rang et que même entre le doge et le gondolier, la différence du point de vue du bonheur reste finalement bien médiocre. Ce qui veut dire que, comme on a pu déterminer maintes et maintes fois déjà dans cette histoire, le pouvoir ne protège pas du tout du malheur. Et les hiérarchies, en tout cas la hiérarchie sociale, à elle seule, ne garantit strictement rien du tout. Parfois, tu as envie de continuer une histoire sans forcément devoir rester devant l'écran.
Et justement, cette vidéo existe aussi en version podcast. Même histoire, même analyse, même ambiance. Le tout dans un format beaucoup plus facile à glisser dans ta journée. Tu peux donc d'ores et déjà continuer Candide dans les transports, en marchant, en rangeant, en te préparant ou simplement quand tu as envie d'écouter sans forcément devoir regarder. Rendez-vous sur Spotify, Apple Podcasts et partout ailleurs où tu écoutes déjà tes podcasts. Il te suffit de taper WOTALES. Encore une fois, WOTALES. Ici la capsule Candide de l'optimisme. Message publicitaire terminé. Retour à la mission principale. Cap sur les catastrophes de Voltaire. Et c'est un agent du Mossad ou quoi? Pourquoi j'ai une mouche tout d'un coup qui... Faut que j'aille chasser une mouche. J'ai tué une mouche. Oh, trop la classe. Je savais pas que j'étais une chasseuse dans l'arbre. Tu es morte, Shaitan. C'est quoi ça déjà? Paco Rabanne? Non, c'est Prada. Paradoxe. Un sang bon. J'espère qu'on va pas s'étouffer avec toutes ces odeurs. Bref. Maintenant, je commence. Pas avec une mouche qui fait vé, vé, vé. Il y a tout qui me dérange dans la vie, donc si on peut éviter que trop de choses me dérangent, je pense qu'on est bien. Et je ne sais par quelle transition on arrive à ce nouveau sujet, mais tout d'un coup, Candide dit, on parle du sénateur Pococurante qui demeure dans ce beau palais sur la Brenta et qui reçoit assez bien les étrangers. On prétend que c'est un homme qui n'a jamais eu de chagrin. Curieux, Martin lui dit qu'il voudrait bien voir une espèce si rare. Alors Candide décide de demander au sénateur la permission de venir le voir le lendemain. Le lendemain arrive et ils partent en gondole sur la Brenta, arrivant au palais du noble Pococurante. Les jardins sont bien étendus, en plus d'être ornés de belles statues de marbre. Et le palais est d'une belle architecture. Le maître du logis est un homme de 60 ans, très riche, qui les reçoit très poliment, mais avec très peu d'empressement. Candide se retrouve déconcerté, là où Martin n'est pas du tout déçu. Et puis, deux jolies filles proprement mises viennent les servir du chocolat, en le faisant très bien mousser. Candide ne peut pas s'empêcher de les louer sur leur beauté, leur bonne grâce et sur leur adresse. Le sénateur Pococurante lui dit qu'elles sont d'assez bonnes créatures et il dit quelque chose d'assez bizarre, en tout cas c'est mon avis. Il dit qu'il les fait parfois coucher dans son lit parce qu'il est bien las des dames de la ville, de leur coquetterie, de leur jalousie, leurs querelles, leurs humeurs, leur petitesse, leur orgueil, leurs sottises, et des sonnets qu'il faut faire ou commander pour elles. Ces sonnets, bizarrement, me rappellent, non pas, c'est pas vraiment bizarre, mais ça me rappelle un petit peu l'histoire de la vieille et de tous ces sonnets qu'on composait pour elle. Tous très médiocres, bien sûr. En tout cas, ici, chez Pococurante, on pourrait d'abord croire qu'il s'agit simplement d'un épisode de libertinage. Et c'est vrai que dans l'aristocratie européenne du XVIIIe siècle, ce genre de comportement est loin d'être exceptionnel. Les liaisons, les maîtresses, les aventures galantes, tout ça fait partie du monde des élites. Mais à mon avis, si on observe le passage de plus près, il y a un détail qui change tout. Et encore une fois, c'est que mon avis. Alors, les deux filles qui apparaissent dans la scène ne sont pas des dames de salon. Ce ne sont pas non plus des courtisanes célèbres. Le texte dit simplement que ce sont deux jolies filles proprement mises qui viennent servir du chocolat. Et donc, puisqu'on ne peut pas douter indéfiniment, j'ai fini par trancher. Et donc, pour moi, ce sont ces servantes. Et en partant du principe que mes suppositions soient vraies, je trouve ce détail très important parce que quand il explique être fatigué des dames de la ville, il se plaint surtout des femmes exigeantes, qui ont une certaine autonomie et qui attendent quelque chose de lui.
Parce que malgré le fait que les femmes ont très peu de droits juridiques au XVIIIe siècle, celles de l'aristocratie peuvent malgré tout exercer une certaine influence sociale dans les salons, les relations mondaines et les intrigues amoureuses. Avec ce type de femme, c'est obligé qu'il faut séduire, négocier, flatter, écrire des vers, composer des sonnets comme avec la vieille, quoi. Bref, il faut participer à un jeu social. Alors qu'avec ses servantes, ce jeu disparaît. Étant donné que c'est leur employeur, sa relation avec elle est donc immédiatement déséquilibrée. Il se lasse des femmes qui peuvent lui opposer une volonté, tout en préférant des jolies filles qui dépendent de lui. Ce qui rend la relation beaucoup plus inégale à mon avis. Et encore une fois, je suppose, on est en train de théoriser. J'imagine que vous avez vos propres théories. D'ailleurs, partagez. Ouais. Si jamais vous n'avez pas compris la même chose que moi, c'est pas grave. Je suis juste en train de théoriser. Bref. Sauf que même après avoir dit ça, il ajoute qu'après tout, ces deux filles commencent elles aussi à l'ennuyer. Donc après cette plainte des dames de la ville, après avoir expliqué qu'il préfère la compagnie de ses deux servantes entre guillemets, le voilà qui ajoute presque immédiatement que même elle commence déjà à l'ennuyer. Ces deux jeunes filles semblent être des objets de consommation qui servent pas seulement du chocolat, mais aussi le plaisir du maître des lieux. Puis, une fois que ce plaisir disparaît, elle cesse d'avoir de l'intérêt pour lui. Et donc, je pense que Voltaire dénonce ici la mentalité d'un certain type d'homme que l'histoire n'a jamais vraiment cessé de produire. Bref, après le petit déjeuner, Candide part se promener dans une longue galerie. Il est surpris de la beauté des tableaux. Alors il demande de quel maître sont les deux premiers. Et le sénateur lui dit qu'ils sont de Raphaël. Et qu'il y a quelques années, il les a achetés très cher, simplement par vanité. Puis il ajoute qu'on prétend que c'est ce qu'il y a de plus beau en Italie, mais que pour lui, en tout cas que ça ne lui plaît pas. Il ne lui plaise pas du tout. Selon lui, la couleur est trop rembrunie, les figures ne sont pas assez arrondies et ne sortent pas assez. Les draperies ne ressemblent en rien à une étoffe et donc, quoi qu'on en dise, il ne trouve pas là une vraie imitation de la nature. Il n'aimera un tableau que quand il croira voir la nature elle-même, mais qu'il n'y en a pas de cette espèce. Il ajoute aussi qu'il a beaucoup de tableaux, mais qu'il ne les regarde plus. Donc, petite parenthèse sur Raphaël, je trouve quand même assez important qu'on parle un petit peu de tous ces gens-là. Alors, juste pour signaler quelque chose, je ne veux pas tout le temps tout expliquer, parce que sinon mes vidéos vont durer 4 heures et j'essaye vraiment de les réduire à maximum 1h30, 1h40, 45, peut-être 50. Si on peut arriver à 2 heures, c'est vraiment le strict maximum. J'ai pas envie qu'on dépasse parce que, primo, j'ai pas d'audience. Là, je suis en train de tourner ces vidéos tout en gardant en tête que actuellement, il y a personne. En tout cas, il y a personne qui attend de voir mes vidéos, sauf les gens à qui j'ai parlé. Mais là, on parle de quoi? 10 personnes. Et combien de ces 10 personnes vont vraiment regarder mes vidéos de A à Z, vous comprenez? Donc, j'évite de les faire trop longs. Donc, on va pas faire de deep dive sur chaque personnage. Mais en tout cas, quand je trouve que ça a quand même un intérêt, je le fais. Et puis parfois, je me rends compte qu'en fait, j'ai pas de place pour aller plus loin. Alors, Raphaël, de son vrai nom, Raffaello Sanzio, est né en 1483 et il est mort en 1520. Il appartient à la haute Renaissance, qui se situe entre les années 1490 et 1520, la période la plus classique et la plus harmonieuse de la Renaissance italienne. Et Raphaël est généralement considéré comme l'un des 3 grands maîtres de la Renaissance, avec Michelangelo et Leonardo da Vinci. Ce qui fait sa réputation, c'est cette impression d'équilibre parfait, des compositions harmonieuses, des visages doux, des gestes élégants, des scènes qui respirent l'ordre, la clarté et la mesure. Raphaël est un peintre qu'on associe à la beauté idéale et à une forme de perfection classique. Et au XVIIIe siècle, il est déjà installé comme un génie absolu. Et donc, posséder un Raphaël, c'est comme atteindre le sommet du prestige. C'est pour ça que je trouve la phrase de Poco très curieuse. Il dit qu'il les a achetés très cher, simplement par vanité. Donc, il avoue lui-même que l'achat n'était pas un acte d'amour pour l'art. C'était un geste social de collectionneur riche, un geste de statut, quoi.
Comme si posséder un Raphaël sert surtout à prouver qu'on a du rang au lieu de vivre une émotion. Et ça, pour moi, c'est déjà une pique de Voltaire, montrant un type de richesse qui transforme l'art en décoration, en trophée ou en capital culturel. On n'achète pas parce que ça bouleverse, on achète parce que ça impressionne. Il enchaîne ensuite sur l'argument d'autorité. On prétend que c'est ce qu'il y a de plus beau en Italie. Donc il reconnaît lui-même que sa réputation est immense. Et en disant que la couleur est très rembrunie, que les figures ne sont pas assez arrondies et ne sortent pas assez, que les draperies ne ressemblent en rien à une étoffe et qu'en gros, ce n'est pas une vraie imitation de la nature, je pense qu'on peut quand même se demander si Poco-Corronte, alias Poco, est vraiment objectif. Je suis tentée de dire que non. Enfin, disons-le comme ça. Le détail rembruni peut exister matériellement parce que les tableaux anciens avec le temps, le vernis, l'oxydation, la fumée et la poussière peuvent absolument s'assombrir. Donc oui, un tableau du XVIe siècle vu au XVIIIe siècle peut paraître plus sombre, plus jaunâtre et donc plus rembruni que l'origine, logique. Et dans ce cas-là, est-ce que c'est vraiment la faute de Raphaël ? Voltaire le sait probablement déjà, ou du moins, il sait que ce genre d'argument peut être utilisé par un snob pour faire le difficile. Surtout que Raphaël est justement connu pour son travail harmonieux, d'où sa maîtrise des drapés et pour la cohérence des corps. Donc quand Poco dit que les figures ne sont pas assez arrondies, qu'elles ne sortent pas assez, il ne décrit pas Raphaël de manière neutre. Il impose son propre caprice et son propre critère. Et surtout, il pose la barre de façon impossible en se plaçant comme un homme au-dessus du goût commun et de la vie générale. Parce que ce qu'il dit, en d'autres mots bien sûr, c'est « tout le monde pense que c'est sublime, mais moi, je n'aime pas ». Et ça, ce n'est même pas une posture réservée qu'à Poco, ça va même au-delà de la peinture et touche au snobisme intellectuel, au luxe qui anesthésie et au regard blasé. Un monde où tout devient consommable, même la beauté. Et le cœur de la scène pour moi, c'est justement cette phrase « Je n'aimerais un tableau que quand je croirais voir la nature elle-même ». Ce qu'il fait ici, en fait, c'est qu'il invoque une vieille idée esthétique, l'art comme imitation de la nature. En gros, si tu exiges que l'art soit la nature, alors aucun art ne peut gagner, parce que l'art n'est pas la nature, et ça c'est juste un fait. Alors la question devient, qu'est-ce que l'art ? Et je sais que mon avis n'a absolument aucun poids sur l'échelle des grands connaisseurs, mais ça ne m'empêche pas de vouloir quand même vous le dire, et je vais quand même le faire de toute façon. Pour moi, l'art est un regard sur la nature, une interprétation, un choix, un cadrage et surtout une vision. Donc, je pense que Poco pose une exigence intenable. Et je dis intenable parce qu'il conclut en disant qu'il n'y en a point de cette espèce. Il rend le plaisir impossible en fabriquant lui-même son insatisfaction. Je trouve que Voltaire se moque d'une aristocratie qui accumule la culture, un peu comme on peut accumuler des bijoux. Donc, la critique de Raphaël dans sa bouche ne sonne pas du tout comme fiable. On dirait plutôt un symptôme d'un homme qui s'est saturé et qui a perdu la capacité d'admirer. Et je trouve qu'en choisissant Raphaël, Voltaire choisit exprès un nom qui est censé être incontestable. Parce que si même Raphaël ne lui plaît pas, alors ce n'est pas Raphaël le problème. J'ajouterais aussi que Poco ressemble à tous ces critiques qui ne pondent au point. Comme le raisonneur ou théâtre qui avait critiqué les acteurs, la pièce et l'auteur. Et surtout comme l'homme de bon goût qui savait parler des œuvres et des livres, mais qui lui-même ne savait pas créer, ou du moins il créait très mal. En attendant le dîner, Poco se fait donner un concerto et Candide trouve la musique délicieuse. Sauf que son hôte lui dit que ce bruit peut amuser une demi-heure, mais que si ça dure plus longtemps, ça fatigue tout le monde. Même si personne n'ose l'avouer. Donc il n'y a que lui qui le dit, parce que les autres n'osent pas l'avouer, soi-disant. Que la musique aujourd'hui n'est plus que l'art d'exécuter des choses difficiles. Et que ce qui n'est que difficile ne plaît pas à la longue. Il dit ensuite qu'il aimerait peut-être mieux l'opéra si on n'avait pas trouvé le secret d'en faire un monstre qui le révolte.
Ira voir qui voudra de mauvaises tragédies en musique où les scènes ne sont faites que pour amener très mal à propos 2 ou 3 chansons ridicules qui font valoir le gosier d'une actrice. Se paumera de plaisir qui voudra ou qui pourra en voyant un châtré fredonner le rôle de César et de Caton et se promener d'un air gauche sur les planches. Pour moi, il y a longtemps que j'ai renoncé à ces pauvretés qui font aujourd'hui la gloire de l'Italie et que des souverains payent si chèrement. Candide dispute un peu, mais avec discrétion. Laromartin est entièrement de l'avis du sénateur. Puis on se met finalement à table. Et après un excellent dîner, on entre dans la bibliothèque. Candide, en voyant un Homère magnifiquement relié, loue l'illustrisme pour son bon goût. Voilà un livre qui faisait les délices du grand Pangloss, le meilleur philosophe de l'Allemagne. Poco lui répond froidement que ce livre ne fait pas ses délices à lui, qu'autrefois on lui faisait accroire qu'il avait du plaisir à le lire. Mais cette répétition continuelle de combats qui se ressemblent tous en plus, ces dieux qui agissent toujours sans rien faire de décisif, c'est Hélène qui est le sujet de la guerre et qui est à peine une actrice de la pièce. Ces 3 qu'on assiège et qu'on ne prend jamais, tout ça lui causait le plus mortel ennui. Il demandait parfois à des savants s'ils s'ennuyaient autant que lui à cette lecture. Tous les gens sincères lui avouaient que le livre leur tombait des mains, mais qu'il fallait toujours l'avoir dans sa bibliothèque comme un monument de l'Antiquité et comme ces médailles rouillées qui ne peuvent plus être de commerce. Alors, petite parenthèse sur Homère, histoire d'avoir une petite idée de qui est ce monsieur, donc c'est pas un deep dive du tout. Homère est un nom traditionnellement associé à 2 épopées fondatrices, l'Iliade et l'Odyssée. C'est très intéressant parce qu'on ne sait pas grand-chose sur lui. Même la question de savoir s'il a réellement existé ou s'il est juste une figure construite reste discutée. Mais ce qu'il faut surtout retenir ici, c'est que ces textes sont devenus avec le temps des piliers de la culture grecque. Puis plus tard, des piliers de la culture européenne. Et aujourd'hui, Homère est vu comme un socle littéraire. Pour ce qui est de l'époque de Voltaire, il est à la fois un monument et aussi un champ de bataille intellectuel. Donc d'un côté, il est, comme on a dit, un monument qu'on met dans sa bibliothèque, comme un signe de culture ou comme un objet de prestige. Et comme notre ami Poco l'a dit, on s'ennuie, mais il faut l'avoir. Puis d'un autre côté, il existe toute une querelle autour des traductions et des modernisations, un peu comme ma querelle personnelle avec les traductions multiples de la Bible. Bref, donc Poco dit que ça se répète, que les dieux font beaucoup pour pas grand-chose et que c'est interminable. Je pense que ce que Voltaire fait ici, c'est qu'il s'appuie sur des critiques qui circulent réellement au XVIIIe siècle. Je ne veux pas trop m'étendre parce que je pense qu'on pourra reparler d'Homère quand on sera vraiment sur le sujet. C'est tellement complexe, long et chargé de répétitions qu'il faut être extra concentré et le plus juste possible quand on l'aborde. En tout cas, quand Candide entend tout ce que Poco a à dire sur Homère, il lui demande si son Excellence ne pense pas la même chose de Virgile. Il lui répond qu'il convient que le 2e, le 4e et le 6e livre de l'Énéide sont excellents. Mais pour le pieux aîné, le fort Cloanthe, l'ami Achate, le petit Assénius, l'imbécile Latinus, la bourgeoise Amata et l'insipide Lavinia, il ne croit pas qu'il y ait rien de si froid et de plus désagréable. Et il conclut qu'il est mieux le Tasse et le conte à dormir debout de l'Arioste. Candide ose alors lui demander s'il n'a pas un grand plaisir à lire Horace. Il lui répond qu'il y a des maximes dont un homme du monde peut faire son profit et que, comme elles sont resserrées dans des vers énergiques, elles se gravent plus aisément dans la mémoire. Mais Poco se soucie très peu du voyage à Brinde, de sa description d'un mauvais dîner et de la querelle de crocheteurs entre je ne sais quel pupillus dont les paroles sont pleines de pu et un autre dont les paroles sont du vinaigre. Puis il ajoute qu'il ne lit qu'avec un extrême dégoût ces vers grossiers contre des vieilles et contre des sorcières. Et il ne voit pas quel mérite il peut y avoir à dire à son ami Mécène que s'il est mis par lui au rang des poètes lyriques, il frappera les astres de son front sublime et que les sots admirent tout dans un auteur estimé. Ensuite, il ajoute « Je ne lis que pour moi. Je n'aime que ce qui est à mon usage. »
Candide, qui a été élevé à ne jamais juger de rien par lui-même, est vraiment étonné de ce qu'il entend. Alors que Martin trouve la façon de penser de Poco assez raisonnable. Puis Candide remarque un ciceron. Selon lui, Poco ne se lasse sûrement pas de le lire, mais celui-ci lui répond qu'il ne le lit jamais et demande ce qu'il peut bien lui faire, qu'il ait plaidé pour Rabirius ou pour Cleontus. Il a bien assez de procès qu'il a jugé lui-même et se serait mieux accommodé de ses œuvres philosophiques. Mais quand il a vu que Cicéron doutait de tout, il a conclu qu'il en savait autant que lui au final et qu'il avait besoin de personne pour lui apprendre, en tout cas pour apprendre à être ignorant. Franchement, je vais pas vous mentir, Poco m'ennuie et me fatigue. J'ai l'impression quand même que à ce stade, je suis presque convaincue que Voltaire ne se moque bien sûr pas de son personnage pour rien. Il a besoin de lui pour faire passer quelque chose. Et je pense justement que ce quelque chose, c'est une critique d'une posture qui consiste à confondre le scepticisme intelligent avec une excuse pour ne rien apprendre. Parce que le doute chez Cicéron, c'est justement une méthode, une prudence intellectuelle et une manière de ne pas affirmer n'importe quoi. Donc, ce n'est pas parce qu'on doute que tout se vaut. Et puis, je n'ai besoin de personne pour apprendre à être ignorant, ça révèle quand même une forme de fierté paradoxale. Parce que ce que ça dit au fond, c'est que l'ignorance est facile, voire naturelle et donc quasiment automatique. Alors que ce qui demande de l'effort, c'est justement le fait de chercher, de nuancer, de lire et finalement de comprendre. Bref, ensuite, Martin fait remarquer qu'il voit 80 volumes de recueils d'une académie des sciences et qu'il se peut qu'il y ait là du bon. Poco lui répond que oui, il y en aurait si un seul des auteurs de tous ces fatras avait inventé seulement l'art de faire des épingles. Mais dans tous ces livres, il n'y a que des vains systèmes et pas une seule chose utile. En regardant, Candide dit « Que des pièces de théâtre je vois là, en italien, en espagnol et en français. » Poco lui répond « Oui, il y en a 3000 et pas 3 douzaines de bonnes. » Puis il lui parle des recueils de serments en disant que tous ensemble, ils ne valent pas une seule page de Sénèque. Donc, il semble que Sénèque sert ici de référence, comme une sorte d'étalon de qualité. Parce que Sénèque, c'est une morale concise, solide et directe. Alors qu'on dirait que les serments dans la bouche de Poco ne sont que du bavardage, du remplissage et de la posture. Donc ça laisse quand même entendre qu'il respecte au moins ce type de lecture-là. Et parle ensuite de tous ces gros volumes de théologie qu'on n'ouvre jamais, ni lui, ni personne d'ailleurs. Et Martin aperçoit des rayons chargés de livres anglais. Il croit qu'un républicain doit se plaire à la plupart de ses ouvrages écrits si librement. Poco répond que oui, il est beau d'écrire ce qu'on pense, c'est le privilège de l'homme, mais que dans toute leur Italie, il n'écrit que ce qu'il ne pense pas. Ceux qui habitent la patrie des Césars et des Antonins ne peuvent pas oser avoir une idée sans la permission d'un jacobin. Donc, en ce qui concerne le mot jacobin, en tout cas en France, avant la Révolution, les dominicains, donc les moines, étaient appelés jacobins parce que leur grand couvent parisien était situé rue Saint-Jacques. Et donc, cette phrase signifie que dans cette Italie que Voltaire appelle la patrie des Césars et des Antonins, dans ce cœur symbolique de la grandeur antique, même le peuple ne peut pas s'exprimer librement sans l'autorisation d'un religieux. Il continue en disant qu'il serait content de la liberté qui inspire les génies anglais si la passion et l'esprit de parti ne corrompaient pas tout ce que cette liberté précieuse a d'estimable. Je pense qu'il faut quand même reconnaître que Voltaire admire certaines libertés anglaises. Et ce qui est central, c'est bien la question de la liberté. Cette liberté d'expression est son ennemi direct, la censure. Donc on peut voir que Voltaire vise un monde où la circulation des idées est bridée par des autorités politiques et religieuses et où le simple fait d'écrire devient une affaire de prudence, de masque et d'autocensure, juste pour éviter la persécution. On peut aussi rattacher ça à des outils de contrôle très concrets comme par exemple l'index des livres interdits qui servait justement à bloquer certains écrits et à empêcher certaines idées de circuler librement. Mais je trouve que même si Voltaire admire certaines choses dans ce pays, il n'hésite quand même pas de le flinguer quand il le faut, comme avec l'exécution de l'amiral par exemple.
Un peu comme pour nous dire que certes, il y a chez eux certaines libertés, mais qu'il y a aussi, comme partout ailleurs, des dingueries qui s'y passent. Ensuite, Candide remarque à Milton. Alors il lui demande s'il ne regarde pas cet auteur comme un grand homme. Et Poco lui répond sèchement « Qui ?» Puis il poursuit en disant que Milton est un barbare qui a fait un long commentaire du premier chapitre de la Genèse en 10 livres de verdure, que c'est un grossier imitateur des Grecs qui défigure la création et qui, tandis que Moïse représente l'être éternel produisant le monde par la parole, fait prendre un gros compas par le Messie dans une armoire du ciel pour tracer son ouvrage. Il ajoute qu'il estime davantage celui qui a gâté l'enfer et le diable du Tasse, celui qui déguise Lucifer tantôt en crapaud, tantôt en pygmée, qui lui fait débattre 100 fois les mêmes discours, qui lui fait disputer sur la théologie, qui, en imitant sérieusement l'invention comique des armes à feu de l'Arioste, fait tirer le canon dans le ciel par le diable. Il dit ça en format question, c'est une interrogation. C'est vrai qu'à la fin, c'est un point d'interrogation. Donc, allez voir ce que vous voulez de ce que je viens de vous dire là, mais voilà. Puis, il affirme que ni lui, ni personne en Italie n'a réussi à prendre plaisir à toutes ces tristes extravagances, que le mariage du péché et de la mort et les culvures que le péché met au monde soulèvent le cœur de quiconque a le goût, un tant soit peu délicat. Il ajoute que sa longue description d'un hôpital n'est bonne qu'à divertir un fossoyeur, que ce poème obscur, bizarre et dégoûtant a été méprisé dès sa naissance. Et donc, il le traite aujourd'hui comme il fut traité dans sa patrie par les contemporains. Et il termine en disant qu'au reste, il dit ce qu'il pense et qu'il se soucie fort peu que les autres pensent comme lui. Alors, Milton est un poète anglais, et son plus grand texte est Le Paradis perdu. C'est un poème épique qui raconte la chute de l'homme. Donc, vous connaissez, Adam, Ève, et puis on a ce serpent Satan et ces tentations que beaucoup font référence à une pomme ou bien une poire. Bref, c'est un fruit ou quoi qu'il en soit, c'est une tentation. Et ensuite, l'expulsion du paradis par Dieu, le divin. Dans la première version publiée en 1667, le poème était divisé en 10 livres, comme l'a bien dit Pococurante. Puis, il a été réorganisé en 12 livres dans l'édition de 1674. Donc, quand Poco le traite de barbare, pour ma part, je vois une critique de goût, voire une critique de culture. Poco est un Vénitien très riche et très marqué par un certain idéal italien du beau. Et ce que je pense être le beau, justement, pour Pococurante, je déteste. C'est pas pour rien que je l'ai appelé Poco. Et donc, à mon avis, le beau pour lui, c'est l'harmonie, la mesure, le classique et une forme de clarté. Puis, quand il enchaîne sur le Tasse et l'Arioste, il fait 2 choses en réalité. D'abord, il rappelle les références italiennes nobles. Le Tasse, par exemple, avec la Jérusalem délivrée, représente plutôt l'épopée chrétienne sérieuse, alors que l'Arioste, avec Roland Furieux, incarne quelque chose de plus fantastique, plus libre et plus comique. Et ensuite, il accuse Milton de mélanger les registres en lui reprochant de faire débattre le diable, comme une dispute de théologie, de répéter 100 fois les mêmes discours et même d'introduire des images absurdes comme des canons tirés dans le ciel. Il attaque donc l'idée qu'une épopée doit rester noble et qu'un poème épique n'a pas le droit d'être bizarre, grotesque ou trop inventif. Quand il parle du péché et la mort et les culvures que le péché met au monde, il vise précisément la partie la plus monstrueuse, la plus allégorique et la plus gothique de Milton. C'est du symbolique incarné dans des figures horribles. Et Poco fait exactement ce qu'il fait toujours. Dès que quelque chose est excessif, étrange ou dérangeant, il le rejette comme étant de mauvais goût. Donc, il ne dit pas seulement « je n'aime pas », il dit « si tu as un goût délicat, alors tu dois être dégoûté ». Autrement dit, il transforme son dégoût personnel en norme universelle. Et la phrase « ce poème fut méprisé dès sa naissance » me paraît un peu trop tranchée. C'est un peu trop noir et blanc, c'est un peu trop simplifié pour moi, étant donné qu'il a quand même eu une réception complexe.
Parce que certes, il a choqué à sa parution, mais il a aussi été admiré. Et il est même devenu un monument de la littérature anglaise. D'ailleurs, Voltaire lui-même, dans son essai sur la poésie épique, cite Addison à propos de Milton. Et il rapporte en substance que même si on hésite à appeler Le Paradis perdu un poème épique, on peut au moins le considérer comme un poème divin et reconnaître que c'est un ouvrage aussi admirable en son genre que l'Iliade. Après, je trouve ça très drôle qu'il le compare à l'Iliade, étant donné que Pococurante n'aime pas Homère. Ou en tout cas, qu'il le respecte pas assez. Il trouve que tout ça, ça se répète, que tout c'est Dieu, bref. Donc, je pars du principe que si Poco n'aime pas l'auteur de l'Iliade, il va pas non plus aimer Milton avec son Paradis perdu. Donc, voilà. Ce que je comprends, moi, c'est que Voltaire met une critique extrêmement violente dans Candide, alors qu'ailleurs, il reconnaît la grandeur de Milton. Ce qui veut dire que dans Candide, le but n'est pas de démonter ce cher Milton comme s'il s'agissait d'une vérité définitive. À mon avis, Voltaire dénonce ici un type de lecteur et un type de riche qui a tellement de culture, tellement de livres et tellement d'objets qu'il a perdu l'organe du plaisir. Et surtout, il ne lit pas pour comprendre, mais pour juger. Un peu comme certaines personnes qui n'écoutent pas pour comprendre, mais simplement pour répondre et critiquer. Avec Poco, il ne suffit pas de ne pas juste aimer. Il faut encore montrer qu'on est tout dessus. En tout cas, Candide est affligé de ses discours, surtout parce qu'il respecte Homère et il aime quand même un peu Milton. Alors, il finit par chuchoter à Martin qu'il a bien peur que cet homme-là ait un souverain mépris pour leur poète allemand. Donc, en d'autres termes, Candide se dit que si cet homme méprise déjà des auteurs aussi immenses, alors qu'est-ce que ça sera de nos auteurs allemands ? Des poètes qui, pour lui, sont sans doute encore plus proches de son cœur. Et donc, pour ma part, j'ai comme l'impression qu'il voit Poco comme étant un homme supérieur, un grand génie un peu, quoi. Alors qu'on vient justement de voir un homme qui démolit tout, que ce soit les femmes, Raphaël, Homère, Milton, Cicéron, la musique, l'opéra et même les plaisirs du monde. Mais Candide confond encore l'esprit critique et la supériorité. Il entend quelqu'un critiquer avec assurance, quelqu'un qui tranche avec mépris, et il prend ça pour de l'intelligence. Dans sa tête, ne pas être impressionné, c'est forcément être au-dessus. Alors que nous, on commence plutôt à comprendre que c'est plus seulement du goût, c'est aussi du blasement, une incapacité à admirer, parce qu'il a trop vu et trop possédé. Mais je pense aussi qu'il faut quand même garder en tête qu'il a été élevé dans un monde où le rang, la richesse, l'assurance et la culture donnent automatiquement de l'autorité. Donc, quand il voit un sénateur immensément riche qui parle comme un arbitre de bon goût, il est fasciné. Même si ce que cet homme dit est injuste et totalement stérile. C'est comme s'il cherchait, encore une fois, une figure au-dessus de lui, un guide, un nouveau Pangloss, quelqu'un qui sait. Il confond cynicisme et lucidité, comme si il admirait précisément ce qui est vide. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Parce qu'il n'a pas encore appris à reconnaître la différence entre la profondeur et l'ennui déguisé en génie. Il y a aussi un autre point que j'aimerais soulever concernant la réaction de Candide. Je trouve ça frappant qu'il change complètement de posture selon le contexte. À Paris, par exemple, quand il était face aux critiques qui avaient démoli la pièce qu'il avait tant fait pleurer, il a appelé un gros cochon. Même si il est vrai que quand il avait dit que c'était un gros cochon, c'était pas à cet homme qui parlait, mais à l'abbé Périgourdin. Quoi qu'il en soit, il l'avait appelé un gros cochon. Simplement parce qu'il ne supportait pas qu'on invalide son émotion. Mais à Venise, quand Poco démolit tout et tout le monde, Candide se dit « Quel grand génie !» Bien sûr, c'est moi qui le dis. Ça montre qu'il ne juge pas seulement les idées, mais il juge aussi la personne qui exprime ces idées. Quand la critique vient d'un mal-vivant, il rejette son problème. Alors que quand elle vient d'un sénateur riche, cultivé et jugé prestigieux, alors là, il admire. Je me dis que c'est sûrement parce que Poco n'a pas touché son cœur directement. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il évite d'aborder les poètes allemands.
Il aime bien Poco. Il veut continuer à le voir comme un grand homme, celui qui a mis sur un piédestal. Et il veut surtout pas le déclasser au rang d'un mal-vivant ou d'un gros cochon. Bref, après avoir fait la revue de tous les livres, il descend dans le jardin. Candide en loue toutes les beautés et Poco lui répond qu'il n'en sait rien de si mauvais goût et qu'il n'en a que des colifichets, mais qu'il va, dès le lendemain, en faire planter d'autres d'un dessein plus noble. Finalement, les deux curieux prennent congé de son excellence. Candide dit à Martin qu'il doit convenir que voilà le plus heureux de tous les hommes, parce qu'il est au-dessus de tout ce qu'il possède. Mais Martin lui fait remarquer qu'il ne voit donc pas qu'il est dégoûté de tout ce qu'il possède, justement. Puis il ajoute que Platon a dit il y a fort longtemps que les meilleurs estomacs ne sont pas ceux qui rebutent tous les aliments. Et Candide demande s'il n'y a donc pas de plaisir à tout critiquer, à sentir des défauts là où les autres croient voir des beautés. Et Martin lui répond par une autre question. C'est-à-dire qu'il y a du plaisir à n'avoir pas de plaisir? Et Candide répond qu'il n'y a donc d'heureux que lui, pas moi, que lui, quand il reverra Mademoiselle Cunégonde. Et Martin lui répond que c'est toujours bien d'espérer. Et ensuite, les jours passent, puis les semaines s'écroulent, et toujours pas de Cacambo et de Cunégonde. Candide est si abîmé dans sa douleur qu'il a complètement oublié que Paquette et frère Giroflée ne sont même pas venus le remercier. Et puis un soir, les deux compagnons se mettent à table avec des étrangers qui logent dans le même hôtellerie qu'eux. Et là, quelque chose de très curieux arrive. Un homme au visage couleur de suie aborde Candide par derrière. Il le prend par le bras et lui dit « Soyez prêts à partir avec nous, n'y manquez pas ». Quand Candide se retourne, qui est-ce qu'il voit? Cacambo. Fin de la partie 5. J'ai aucune idée de ce que ça donne. Je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Mais en gros, j'ai accepté le fait que, comme vous voyez, que je suis pas habillée pareil. Et ça commence à être une habitude avec mes vidéos, donc je vais peut-être arrêter de m'expliquer. Donc il reste encore une vidéo, donc la partie 6. Je clôture Candide de l'optimisme de Voltaire. C'est un navire avec one captain, avec tout le monde qui travaille sur mon navire, se résume à moi. Et puis, ceux que je transporte de A à Z, c'est aussi moi. Ceux qui préparent les repas, ceux qui fournissent le divertissement, c'est aussi moi. Donc, ça fait beaucoup de travail et je ne suis pas encore arrivée au stade où tout ça coule de manière naturelle. Ça va se voir au bout d'un moment, je pense. Mais comme vous pouvez voir, je suis encore très novice dans le game. Et je pense qu'après Candide, ça va être peut-être un peu plus lent de sortir les vidéos. Il faut encore que je regarde parce que j'ai pas encore eu il y a encore le rythme que j'ai pas encore capté. Donc, c'est assez compliqué pour moi de genre filmer une vidéo cette semaine et de la poster la semaine prochaine. Et c'est aussi difficile pour moi de faire beaucoup de vidéos aussi parce que j'ai beaucoup de blancs. Il y a beaucoup de semaines où je fais pas de vidéos, où je travaille pas vraiment sur mes vidéos parce que j'ai beaucoup de choses à faire en fait. Ma vie est remplie de responsabilités et puis au final, écoute, le navire est bien beau, mais parfois il faut toucher terre et puis aller toucher un petit peu l'herbe pour se sentir vivante. En plus, il commence à faire beau. Donc, j'ai remarqué, c'était quand? Hier et avant-hier, que j'avais beaucoup besoin de vitamine D. Parce que je me sentais pas bien pendant plusieurs jours. Et puis, je suis sortie. Et le soleil, il est en train de taper, mais c'était super. Tout d'un coup, je me suis sentie revivre. Et c'est pas pareil que de prendre les vitamines, tu sais, tu avales et ploup. Genre, chaque jour, je prends des vitamines. Ça n'a rien à voir avec le soleil qui tape directement sur mon face. Et ton noir, j'ai quand même besoin de ce vitamine D. Donc, il faut que je sorte le plus souvent possible. On n'est pas encore en été, on est encore au printemps. Donc, je vais profiter du soleil jusqu'en automne. Et aussi, aujourd'hui, j'ai filmé sans boire de café, ce qui est très rare. Enfin, j'ai bu du café entre mes pauses, bien sûr. Mais, j'ai pas de café avec moi. Et je crois que je vais un petit peu
arrêter ça et boire de l'eau, tout simplement, parce qu'apparemment, je peux devenir accro. Je crois que je suis déjà accro à la caféine. Je bois essentiellement de l'eau, du café et du vin. Voilà. Pas de Montepulciano. Bref. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière partie de Candide ou l'optimisme de Voltaire. Laissez vos pensées, vos critiques, bonnes ou mauvaises, dans la barre commentaire dessous. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, comme je l'ai déjà dit. Oh mon Dieu, je me répète. Bref, à la semaine prochaine, les gars. Passez une excellente semaine. Profitez du soleil et on se retrouve pour la dernière partie de Candide de l'optimisme. En tout cas, voilà. À la semaine prochaine. Mouah. Ciao, ciao.